N'hésitez pas, vous avez la salle de clavardage, en fait, les endroits où vous pouvez poser vos questions, les endroits également où vous pouvez saluer les personnes qui sont présentes. C'est un outil interactif, il faut absolument l'utiliser. L'intérêt pour nous, c'est qu'on puisse apporter des réponses, si tant est qu'on ait toutes les réponses, parce qu'aujourd'hui, je crois que malheureusement, on va essayer de répondre à un maximum de questions, mais rien n'est encore figé dans le marbre à l'heure où nous parlons. Samuel, est-ce que tu penses quelle heure il est? Si, je pense quand même que… L'enregistrement a démarré. Ouais. Voilà. Dès que… Prenez votre café. C'est parti pour moins d'une heure. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la 8e édition du webinaire de Casasso. Ça fait plaisir de vous retrouver. Oui. Alors, je suis parti qu'une semaine. Cyril a bien pris les rênes la semaine dernière avec notre ami Mickaël. Mais je suis de retour et sincèrement, voilà, ça me fait plaisir. Alors, dernière édition avant la fin du confinement, mais ce n'est pas la dernière de Casasso. Vous allez voir les prochains webinaires. Alors, ça prendra vraiment une autre forme. Je pense que même Jimmy Fallon sera contraint d'admettre que Casasso, c'est the place to be. Alors, pour cette édition, nous allons parler d'ACM, d'accueil collectif de mineurs. Nous avons moins d'une heure pour traiter ce sujet avec des intervenants de haute voltige. Et au menu de ce webinaire, en première partie, nous aurons une intervention de notre président, monsieur Jean-François Beaulieu, notre président du MAR, suivi d'une intervention de la JPA nationale et de l'OVLEJ. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça veut dire JPA, OVLEJ. Alors ensuite, nous aurons une petite intervention de la DGSCS, puis de la CAF. Donc, ce sera la fin de la première partie après l'intervention de la CAF. Pour une deuxième partie, plus sous forme de retour d'expérience, d'échange et de mise en perspective avec des structures plus qu'intéressantes, à savoir donc la SPL de Saint-Denis, les petits boucaniers, la RCV et l'association ACAS. Alors, pour m'accompagner lors de ce webinaire, nous avons bien sûr notre Cyril national. Vous pouvez l'applaudir comme ça, ce serait cool. Donc, notre Cyril national qui sera le sniper du jour, le monsieur question-réponse pour interagir, pour faire l'aller-retour entre la salle et les intervenants. Et à la co-animation, nous avons l'illustre Jimmy Beg de la MDA de Saint-Benoît. Alors, mon Jimmy, comment ça va ? Écoute, très bien. Je suis très heureux de vous retrouver également cette semaine. Après l'absence en animation de la semaine dernière, on a pris la pâtée, Samuel. On a pris la pâtée avec Cyril et l'animation de Mickaël. Je crois qu'on a beaucoup à faire pour pouvoir rattraper le niveau. Content également parce que le webinaire de ce jour s'annonce très riche et très intéressant puisqu'il concerne bon nombre d'associations et la reprise des activités collectives de mineurs, les ACM, les activités périscolaires sont à l'ordre du jour dès ce lundi. Comment faire, comment procéder j'espère qu'on pourra répondre à un maximum de vos questions. Donc, n'hésitez pas dans la salle de clavardage de poser vos questions et nos intervenants qui sont présents j'espère, pourront avoir toutes les réponses à ces questions. Sans plus tarder, on passe la parole à notre président, le président du mouvement associatif réunionnais, Jean-François Beaulieu. Jean-François, bonjour. Quelle actualité pour la vie associative as-tu à nous annoncer aujourd'hui? Avec son micro, c'est mieux. Un instant, c'est toujours un truc, hop là, voilà, bon. Jean-François, bonjour. Oui, rebonjour, puisqu'on a été perturbé là par un intrigant. Bon, bonjour à toutes. Et en effet, le déconfinement est proche et on prépare la reprise avec beaucoup d'interrogations et autant d'incertitudes qu'au départ, tant sur le plan santé, ça je ne vais pas m'étendre là-dessus, que sur l'organisation de nos activités et bien sûr sur le nerf de la guerre, notre trésorerie. Alors, au niveau national, les mesures attendues tardent à se concrétiser. Je vous ai fait passer le communiqué du mouvement associatif national sur où sont passés les engagements du gouvernement annoncés par Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale depuis le 21 avril. Je vous conseille d'aller sur le site Casasso
et vous allez pouvoir découvrir ce qu'on a pu écrire. Par ailleurs, je vous invite aussi d'aller sur le site du ministère du Travail pour télécharger les fiches métiers qui décrit un petit peu la reprise, le cahier des charges des différentes reprises par secteur. Par ailleurs, pour ceux qui vont continuer, ça j'en suis persuadé, à travailler en télétravail, on attend aussi un guide du ministère du Travail. Par ailleurs, devant autant d'incertitudes, comme je disais tout à l'heure, et d'inquiétudes, nous avons au niveau national adressé un courrier au ministère de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, hein, depuis le 5 mai, sur les difficultés rencontrées par les associations sur l'accès au fonds de solidarité et au dispositif d'un certain nombre de dispositifs qui s'adressent bien souvent aux entreprises, sachant que nos associations ayant une activité économique sont éligibles. Mais ça crée un flou. Donc, un courrier a été adressé au ministère pour que des précisions soient apportées et que pour lever ces incertitudes. Je mettrai ce courrier tout à l'heure sur le site de Casaso, puisque je l'ai reçu ce matin. Voilà, alors ça c'est sur le plan national, comme vous voyez, bon, je ne vais pas m'attarder sur ce qui a été longuement diffusé hier par rapport à la culture, et sur le plan local. Alors sur le plan local, beaucoup de choses cette semaine. Tout d'abord, je voulais féliciter la CRES pour le Web TV auquel nous avons participé. Et au cours de ce Web TV, il est à noter que nous étions en présence d'un certain nombre de chercheurs et qui ont été surpris, agréablement surpris, sur le concept de Casaso. Et je pense que ce concept va faire des petits. Voilà. Sur le plan local, nous avons surtout travaillé cette semaine sur l'élaboration d'un document de synthèse Covid-19 que nous avons adressé à Monsieur le Préfet. Je vous remercie toutes et tous pour la contribution de Casaso. La réunion sous la présidence du préfet s'est tenue hier à la région en présence du président de région, du vice-président du département. Et là, nous avons exposé, par rapport au document que je vous avais retransmis et qu'on pourra maintenant peut-être mettre sur le site de Casaso, j'ai pu évoquer rapidement, parce que c'est une réunion qui a duré 4 heures de temps, depuis 14 heures, et on a eu de longues discussions. Bon, on n'était pas seuls, pas que nous, les 8 pilotes. Il y avait les syndicats, l'industrie, enfin, c'était la grosse réunion de reprise. Et au lieu d'avoir 10 minutes, je n'ai pu qu'avoir 5 minutes, puisqu'on a passé plus de 2 heures à discuter sur la reprise par rapport aux moyens sanitaires, aux obligations sanitaires, et bien sûr, de longues discussions sur les masques. Je n'y reviendrai pas. Voilà. Donc, j'ai pu exposer l'ensemble de nos problématiques et ce que nous attendions le plus rapidement possible. La priorité des priorités, bien sûr pour nous, c'est rapidement mettre en place une réunion de travail sur les problèmes de convention et de subvention au niveau local. Après, on va reprendre point par point les différentes propositions que je vous ai faites, qu'on a fait ensemble, et on va en discuter. Voilà l'actualité nationale et régionale. Et je dirais tout simplement, avant de finir, n'oublions pas que notre boussole à nous, c'est la solidarité. Merci Jean-François, super. Ouais, c'était beau. Oui, effectivement. Merci pour cette revue d'actualité riche, comme tu le disais, de la vie associative. Plusieurs points seront à retrouver sur le site Casaso, notamment les documents que Jean-François nous indiquait. Samuel, je te propose qu'on enchaîne et qu'on passe à nos invités suivants. De qui s'agit-il? Dis-nous. Alors, du coup, nous avons des interventions du national, à savoir des interventions de Madame Élise Roinel et Madame Natacha Ducatez ou Ducaté, je pense qu'elle me corrigera. Du coup, pour deux institutions qui sont la JPA
et l'OVLEJ. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Madame Élise Rouanel pour qu'elle puisse se présenter succinctement, nous dire ce que ça veut dire JPA, que moi-même, je ne sais pas. Et après, on va entamer une petite discussion. Voilà. T'en penses quoi, toi, Jimmy? Très bien. Est-ce qu'elle est présente? Ouais, je J'ai pense, vu oui. Natacha. Ouais. Allez, on y va. Voilà. Madame Rouanel, comment ça va? Ça va Madame bien. Je Rouanel. pense qu'avec le micro, ce serait mieux. Ah, on l'entend pas. Son micro est bien activé pourtant. Ouais. Élise, Natacha, est-ce qu'on vous entend, vous? Bonjour. Élise, c'est en bas à gauche. Voilà. Bonjour, Natacha. Du coup, En bas à gauche. en attendant, Natacha, alors, on va revenir juste après avec Élise. Natacha, bonjour, comment ça va? Alors, OVLEJ, alors ouais, c'est compliqué, on dirait un groupe de rock. Alors, ça veut dire quoi en fait? Alors, on le prononce OVLEJ. En fait, c'est l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes. C'est une association et on produit des études statistiques sociologiques sur les vacances et les loisirs des mineurs et plus particulièrement sur les accueils collectifs de mineurs. Très bien. Parfait. Merci. Jimmy, oui? Alors, oui, mais du coup, on a peut-être qu'on peut enchaîner directement avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut Élise, observer on vous entend pas? Ouais. Non. Non, toujours pas. On va enchaîner. Qu'est-ce qu'on peut alors depuis le début du confinement, qu'est-ce que vous avez à nous dire concrètement sur l'organisation des accueils collectifs de mineurs et les perspectives que vous percevez grâce à votre observatoire? Dites-nous tout. On est tout oui. Évidemment, c'est une période qui est vraiment très compliquée pour le secteur. Élise, j'espère, pourra reprendre la parole tout à l'heure pour vous en dire un petit peu plus. Nous, à l'Observatoire, on essaie de suivre un petit peu tout ça. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, au-delà des attentes par rapport au gouvernement pour savoir comment ça va se passer cet été, à quel moment les accueils collectifs de mineurs pourront rouvrir et dans quelles conditions, on entend tous les organisateurs qui commencent à réfléchir sur ces conditions. Mais il y a une question qui se posait, c'est OK, nous en tant qu'organisateurs, on travaille pour s'adapter, mais est-ce que les parents seront prêts à réinscrire leur enfant cet été dans les colonies de vacances et les accueils de loisirs? Donc pour venir en appui, parce que c'est vraiment notre objectif, nous à l'OVLEJ, de venir en appui, d'apporter des éléments pour aider à la décision ou pour comprendre un petit peu le secteur, on a mis en place une enquête très courte là sur cette semaine, dont la cible sont les parents de 6 à 17 ans. Et le but, c'est de savoir comment ils se projettent sur cet été et est-ce qu'ils seront prêts à réinscrire leurs enfants dans ces accueils collectifs de mineurs avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la réouverture des écoles. Donc, on est très content parce qu'on a aujourd'hui plus de 4000 répondants. Le questionnaire est en ligne jusqu'à dimanche. Donc, voilà, ça continue à rentrer. C'est plutôt intéressant. Et le but, c'est de pouvoir communiquer les résultats de cette enquête au plus tard le 18 mai pour permettre aux organisateurs de se projeter un petit peu mieux au-delà de l'attente des mesures qui seront énoncées par le gouvernement. Voilà. Super, très bien. Est-ce que vous pensez qu'on puisse accéder aussi également à l'enquête? Oui, effectivement, il y a Julien qui nous demande si on peut avoir accès à l'enquête et au lien pour pouvoir y répondre. Bien sûr, bien sûr. Je vous les mettrai peut-être dans le chat. Exactement, dans le chat, ça serait super. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire également sur, est-ce que vous avez des premières informations sur les modalités de mise en œuvre? Est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà eu des informations là-dessus sur les cas pratiques de mise en œuvre dès le 11 ou pas? Ou vous êtes aussi comme nous un peu dans le flou? Alors, je sais qu'il y a des réflexions qui sont en cours. Maintenant, il n'y a aucune décision pour l'instant qui n'ont été prises. C'est encore un travail de réflexion. Ce qui a été annoncé, c'est que de toute façon, il n'y aurait pas d'annonce avant la fin mai. Voilà, donc c'est ce qui est annoncé pour tout le monde sur le secteur du tourisme, sur tout ça. Donc, pour l'instant, on sait qu'ils y travaillent, mais on n'a pas, enfin moi en tout cas, je n'ai pas plus d'informations.
Alors, je ne sais pas si Élise pourra vous dire un petit peu plus de ce côté-là, mais moi, je n'ai pas plus d'infos. Alors, est-ce que vous Très bien, m'entendez merci. cette fois-ci? Oui. Parfait. Oui, Ah, super. génial, j'ai trouvé le bon bouton, Voilà. merveilleux. Ah, Salut, Elise. Du coup, alors Eh ben- JPA, JPA, donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Est-ce que Alors, vous pouvez présenter succinctement? Alors, la JPA, c'est la jeunesse au plein air. C'est une confédération qui rassemble un certain nombre d'acteurs autour de la question de l'accès des enfants aux vacances et aux loisirs. Et on va y retrouver des grandes fédérations d'éducation populaire, des comités d'entreprise, des syndicats enseignants, des parents d'élèves. On a aussi les MJC, enfin voilà, toute une série d'acteurs intéressés par cette question. On a plusieurs fonctions. Alors, une fonction de plaidoyer. On a aussi un travail de juridique important. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, tous les jours, notre service juridique met à jour une note avec toutes les parutions juridiques, qui aiment beaucoup. Mais ils ajoutent aussi, par exemple, les notes du NEA, etc. Donc, on peut vous mettre dans la boucle de cette lettre juridique. Ça, vous me direz après, vous m'enverrez vos adresses sûr. à ce moment-là. Volontiers, volontiers. Bah, très bien. On a aussi un travail d'intervention dans les écoles, bon, qui est évidemment arrêté en ce moment, mais pour promouvoir les vacances auprès des enfants et des parents. Et puis tout un travail d'attribution d'aide au départ, qui est mené notamment par nos comités locaux, qui malheureusement aussi est en arrêt en ce moment. Alors, au niveau plaidoyer, qui est finalement l'activité qui nous occupe le plus en ce moment, puisque c'est un peu l'urgence et puis aussi la seule activité possible. On a notamment publié une lettre ouverte. Alors, je vais vous montrer, je vais partager sur l'écran, comme ça vous l'aurez tous en direct. Où du coup, on a partagé nos différentes inquiétudes et demandes au ministère donc de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc, je vais partir de ces différents points et comme ça, je vais vous apporter un petit peu des éléments sur les débuts de réponse que l'on a, sachant que parfois, je pourrais simplement vous dire, on sait qu'on aura une réponse à telle date, mais comme disait Natacha, on est quand même en partie dans le flou parce que les choses se construisent et parce qu'on est aussi, encore une fois, en attente des décisions au-delà des ACM et des décisions notamment du Premier ministre sur les vacances d'été. Alors, le premier point que je pense est le souci de tous, c'est la définition des conditions dans lesquelles les ACM vont pouvoir réouvrir, taille des groupes, taux d'encadrement, zone géographique, etc. On a rappelé qu'évidemment, ces conditions ne pouvaient pas être construites sans le concours de tous les acteurs et puis sans la prise en compte des enjeux pédagogiques, puisque même si évidemment la question des mesures sanitaires est centrale, il faut aussi que le retour dans les ACM des enfants puisse se passer, pour qu'ils puissent y vivre aussi ce qu'ils vivent habituellement aux ACM et qu'ils puissent y vivre des temps de vacances et de loisirs épanouissants. Alors là-dessus, il y a des travaux en cours au niveau de la JEPVA, avec normalement la parution lundi d'un certain nombre de préconisations pour la réouverture des centres de loisirs, puisque potentiellement les centres de loisirs réouvrent à partir de mardi, en même temps que la réouverture des écoles. Ça dépend bien évidemment des communes, donc ce n'est pas une règle systématique, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et donc, il y aura ce document support qui, a priori, sera publié lundi. Et puis d'autre part, sur la question notamment des colonies de vacances pour cet été, encore une fois, le travail est en cours. Et a priori, on pense qu'on aura un document début juin qui devrait permettre, on espère, aux organisateurs de mettre en place les colonies de vacances. On a quand même rappelé que c'était des délais quand même très contraints, parce que construire des colonies de vacances en si peu de temps, ça va être compliqué. Mais en tout cas, voilà, les quelques échéances qu'on a, a priori, c'est fin mai, début juin. Que ce soit du côté des annonces du Premier ministre et du côté des mesures sanitaires qui seront préconisées par la JEPVA. On a aussi demandé un soutien aux organisateurs des séjours et des centres de loisirs d'ailleurs aussi, pour la mise en place de ces mesures sanitaires, que ce soit évidemment un soutien technique, mais aussi un soutien financier. Là, le secteur nous dit déjà que si on est déjà dans l'hypothèse assez probable de réduire, par exemple, le nombre d'enfants par chambre dans les colos, le nombre d'enfants dans les transports, etc., ça va aussi coûter de l'argent. Et à un moment donné, si on ne veut pas que ça soit répercuté sur les familles, ni que ça mette en difficulté le secteur, qui est déjà évidemment en difficulté vu le contexte, il faut absolument un soutien financier.
Par rapport à ça, les attentes que nous avons actuellement sont autour du comité interministériel du tourisme qui devrait nous annoncer après le 14 mai, je ne peux pas vous donner une date plus précise puisque c'est pour l'instant la seule que nous avons, un plan de soutien au tourisme, y compris au tourisme social, qui donc intégrerait la question des colonies de vacances. Et dedans, il y aurait 3 axes. Attendez, je les place pour pouvoir lire en même temps. Les mesures sanitaires et économiques, l'investissement, donc patrimoine, développement durable, digital, et le tourisme social. Voilà un petit peu les 3 axes qui seront présentés. Et donc, on espère que dans ces 3 axes, il y aura des mesures déjà fortes pour les colonies de vacances, et puis des mesures qui nous permettront de mettre en place ces fameuses mesures sanitaires cet été pour que les colos puissent se tenir sans surcoût pour les familles et sans mettre en difficulté les organisateurs. Évidemment, ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'on a ces éléments-là, moi je vous les transmets voilà, dès qu'ils sont arrivés. Alors je poursuis. On a aussi nous on a demandé aussi un plan de soutien aux colos, permettant notamment de lever le frein financier que rencontre une partie des familles pour faire partir leurs enfants. Alors c'est déjà une question qui se posait largement avant le confinement et sur lequel on a déployé un plaidoyer depuis déjà quelques années, avec notamment par exemple la demande d'un pass colo ou la création d'un fonds de soutien pour les enfants qui partent pas en vacances. Ils sont quand même 3 millions chaque année. Pour l'instant, évidemment, on n'a pas de retour. Peut-être que dans le fameux plan du comité interministériel du tourisme, il pourrait y avoir des mesures pour soutenir les familles pour le départ en vacances, y compris en colo. Mais pour l'instant, on n'a pas de retour. Et je vois qu'il va falloir que je termine rapidement. Il y a aussi bien sûr la question de la promotion auprès des familles de la plus-value éducative des ACM et puis de ce que seront les mesures sanitaires pour qu'ils puissent faire partir leurs enfants en étant rassurés. Et ça, a priori, le ministère va en faire la promotion auprès des familles au sein des écoles. Et puis, la garantie que les enfants et les jeunes en situation de handicap ne seront pas privés de séjours collectifs. Parce qu'on a senti un risque, notamment parce que sur les séjours adaptés adultes, le ministère de la Santé et des Solidarités était craintif à l'idée d'organiser ces séjours parce que c'est des publics plus fragiles. Nous, ce qu'on a rappelé, que ce soit d'ailleurs pour les adultes comme pour les enfants, c'est que même s'il peut y avoir des situations de personnes fragiles, et à ce moment-là, bien sûr, elles ne partent pas, on ne peut pas condamner l'ensemble des enfants en situation de handicap à être exclus des séjours cet été à cause de leur handicap. Dans un certain nombre de cas, ça ne posera pas de problème. Et donc, ça serait un vrai retour en arrière d'empêcher ces enfants de pouvoir partir. Et un dernier mot rapidement sur le dispositif Vacances apprenantes, qui est en cours aussi de travail là, au ministère. Et d'ailleurs, il va falloir que je vous quitte aussi parce qu'il y a une réunion juste après là-dessus. C'est un dispositif donc, qui viendrait en plus de l'existant, qui aurait plusieurs volets, que ce soit du renforcement scolaire en centre de loisirs, du soutien au sein du dispositif école ouverte ou des colos avec du renforcement scolaire. Nous, là, les précautions qu'on a déjà posées, c'est que d'une part, ce dispositif ne peut pas être la seule réponse pour l'ensemble des vacances d'été. Comme on l'a dit, il faut un soutien plus global sur la question des colos et des centres de loisirs. D'autre part, on ne soutient pas l'idée de renforcement scolaire. S'il peut y avoir des besoins particuliers pour les enfants cet été qu'on peut entendre, c'est plutôt une logique d'accompagnement scolaire ou de remobilisation autour des activités des ACM qui nous semble une bonne idée. La question du renforcement scolaire est d'une part très compliquée à mettre en œuvre parce que les ACM ne sont pas, c'est pas leurs compétences. Et puis d'autre part, les vacances, c'est les vacances. On peut pas les transformer. Enfin, on va pas faire l'école pendant les vacances, ça serait un non-sens et ça serait pas forcément rendre service aux enfants. Ça serait même en partie une double peine. Donc on défend ça, c'est ce qu'on porte. Évidemment, on verra comment on est entendu. Pour être très honnête, c'est pas forcément gagné puisque le projet est déjà très enclenché et le ministre en a fait évidemment enfin en tout cas un axe de communication important. On espère voilà, qu'on sera au moins entendu sur cet aspect-là. Un dispositif, pourquoi pas d'accompagnement scolaire s'il est correctement pensé, mais pas de renforcement et de rattrapage des fondamentaux. De toute façon, l'idée, c'est plutôt travailler autrement la rentrée avec les enfants que de vouloir rattraper ces 2 mois de confinement. Alors, je suis désolé, je suis obligé d'être le gendarme du temps. Merci pour toutes ces informations et bien sûr, du coup, pour faire votre rôle de plaidoyer à votre niveau. Alors, du coup, Jimmy, tu as une dédicace à faire à Jean-Luc Maurice, c'est ça?
Oui, je voulais savoir, en fait, on a le représentant local de la JPA à La Réunion qui est présent avec nous, on a Jean-Luc Maurice. Je voulais savoir s'il voulait intervenir. En tout cas, avant son intervention, moi, je voulais saluer l'intervention des deux personnes qui viennent de Métropole. Je voulais le remercier de participer à nos échanges ce matin. En plus, ce sont des éléments très importants. Ce que je retiendrai, moi, de l'intervention notamment, c'est un rapport dès lundi, c'est ça, concernant l'organisation, un plaidoyer concernant un soutien financier face à ce surcoût des activités liées à l'impact Covid, notamment sur les mesures et les barrières et les mesures barrières. Et puis, effectivement, bon, ça c'est un point de vue beaucoup plus personnel. Je vous rejoins complètement sur ces vacances apprenantes avec l'apport de renforcement scolaire. Ouais. Mais où va-t-on? Mais disons Alors, que je n'irai pas plus Jimmy, loin. merci pour ce positionnement totalement impartial et honnête. Hein. Tout à fait, je n'irai pas plus loin. Alors, Bon, alors, je suis désolée, je vais devoir vous quitter. Ce que je vous propose, c'est que voilà, je vous renvoie sur les adresses que vous pourrez me transmettre, Cyril, normalement à mon contact, la lettre juridique. Et puis, s'il y a des nouvelles actualités, s'il y a besoin de rééchanger, n'hésitez pas à refaire appel à moi, je reviendrai avec plaisir. Merci parfait. beaucoup. Merci Bonne beaucoup, journée à Edith. tous. Natacha, merci également pour cette intervention magnifique. On se dit à bientôt. Non, mais si elles peuvent rester, enfin, notamment Natacha, si elle peut rester pour éventuellement répondre aux questions qui peuvent apparaître en cours de session. Si c'est possible pour elle, ça serait super intéressant. On la remercie de rester avec nous. C'est ça. Alors, Cyril, pardon. Samuel, dis-moi. Alors, pouvons-nous faire intervenir la JPA ou pas, locale? Alors, juste après, si ça ne te gêne pas, parce qu'on est un peu contraint par le temps. Je suis désolé, je suis gendarme. Oui, il faut. Est-ce que tu peux passer à la suite, s'il te plaît? Ok, donc on passera à l'intervention de nos personnes de la DJSCS Réunion. Normalement, nous avons avec nous Marion Troweski, Rochetin Cyprien et Julien Clavandier. Alors, je ne sais pas qui prend la parole en premier. Qui souhaite intervenir en premier parmi les personnes de la DJSCS? Je vais laisser Monsieur Clavandier peut-être. Je vais prendre la parole. Il y a Marion Troweski, ouais. Voilà. Marion, bonjour, bienvenue. Merci. Marion. Je vous propose, alors, il y a pas mal d'éléments qui ont été indiqués déjà. Moi, je vous propose plutôt qu'on laisse quand même globalement les questions être posées et essayer d'y répondre par la suite. Simplement, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui au niveau des services de l'État, donc nous sommes en attente des directives du national concernant notamment la reprise à partir du 11 mai. Alors, pour faire simple et vous expliquer en gros un petit peu pourquoi ça prend du temps, c'est-à-dire qu'au niveau du ministère, on a deux directions. Il y a une direction en charge de l'enseignement scolaire, une direction qui est en charge, donc la direction de la jeunesse, l'éducation populaire, la vie associative, du suivi d'accueil collectif de mineurs, et que je dirais la priorité a été donnée, on va dire, sur la rentrée scolaire et la reprise des activités d'enseignement scolaire, ce qui fait que la question des accueils collectifs de mineurs est, je dirais, traitée parallèlement, mais un peu plus après. Donc, on devrait avoir une position du ministre qui va être annoncée très certainement avant lundi ou au plus tard lundi. Ce qui est sûr pour l'instant, en tout cas, c'est qu'il n'y a plus possibilité d'avoir des séjours avec hébergement au moins jusqu'à fin juin. C'est ce qui a été préconisé par la direction de la jeunesse, avec une réouverture possible à partir de juillet, sachant que ça va dépendre évidemment aussi de la situation sanitaire dans chaque département. Et j'insiste peut-être sur ce point-là et par rapport à ce qui a été dit précédemment, la question des accueils collectifs de mineurs, vous savez que c'est placé sous la responsabilité et contrôle du préfet de département, et ce qui fait qu'il peut y avoir des mesures différentes d'un département à un autre, et notamment en termes d'ouverture et de déroulement de ces accueils. Donc il y a des mesures nationales, mais il y a aussi des mesures au niveau local, et celles-ci, elles vous seront précisées courant mai, juin, en fonction de l'évolution sanitaire à La Réunion. Voilà.
on a bien en tête et on a fait remonter évidemment nous aussi à notre ministère tous les questionnements que vous pouvez vous poser en tant qu'organisateur. On a bien conscience que la situation est complexe pour vous et notamment en ce qui concerne l'organisation et la prévision de la période de vacances qui arrive. Alors, la période de vacances en cours, je dirais le sujet ne s'est posé uniquement que pour les quelques organisateurs qui ont fonctionné pour accueillir les enfants des personnels qui sont mobilisés par la gestion de la crise. Se pose la question de la semaine prochaine. A priori, on devrait, mais là aussi on attend, je dirais, confirmation au niveau du ministère, repartir progressivement sur une réouverture de l'ensemble des accueils de loisirs sans hébergement. Encore une fois, pas de possibilité d'ouvrir des accueils avec hébergement. Voilà ce que je vous proposais de donner en introduction et puis peut-être après de répondre éventuellement aux questions qui pourront se poser. Donc, je suis avec mes collègues, donc conseillers jeunesse, M. Clavandier et M. Rochetin. Merci beaucoup. Alors, nous avons un dossier de questions qui risque de dégainer des questions à tout moment. Cyril, est-ce que nous avons une première question qui traîne quelque part dans l'espace clavardage? Non, juste un commentaire, notamment de Marie Tic Tac, qui indique qu'en plus du surcoût, il faut penser aux places disponibles si les lieux sont agréés. Parfait. C'est tout pour le moment. N'hésitez pas à écrire vos questions dans l'espace de conversation si vous le souhaitez. Ah si, il y a Marie qui revient avec une question. En plus du surcoût, il faut penser aux places disponibles. Si, c'est une question en fait, mais il n'y a pas le point d'interrogation à la fin. En plus du surcoût, il faut penser aux places disponibles et si les lieux sont agréés. C'est un peu compliqué. Tout à fait. Oui, on verra. De toute façon, on verra ces questions. Et puis, on a la question de… Alors, je pense que là, à l'heure actuelle, il y a Madame Dufour qui souhaiterait faire son intervention. Madame Dufour. Pour l'instant, je la retrouve. C'est la personne qui lève la main au fond à droite. Tu vois? On n'a pas le même écran. Non, pas trop. Voilà. Madame Dufour. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Dufour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Voilà. Et c'est tout pour l'instant. Oui, bonjour Madame Dufour, Nathalie. Donc, je suis conseillère technique enfance loisirs à la Caisse d'allocation familiale. Je suis présente aujourd'hui, donc merci de m'accueillir dans votre groupe. Je suis présente aujourd'hui pour vous informer que la Caisse d'allocation familiale, bien sûr, va continuer à accompagner les gestionnaires. Donc, au niveau financier, on va attribuer la prestation de service comme si l'activité avait été réalisée pendant la période de fermeture. Donc, tous les gestionnaires qui avaient déjà une activité l'année dernière, on va reprendre l'activité de 2019 et on va vous payer la prestation de service sur la base de cette activité. Pour les nouveaux gestionnaires, on va reconstituer l'activité de janvier et février et on va maintenir la prestation de service. Donc, pour nous, organismes financiers, on va continuer à vous accompagner jusqu'au 11 mai. Après, au-delà du 11 mai, on n'a pas encore les réponses à savoir est-ce qu'on continue l'accompagnement ou pas. Très bien. Dites-moi, concernant les activités qui ont eu lieu, notamment pendant les vacances, enfin pendant la période de confinement, il y a eu des activités qui ont eu lieu par certaines activités. Comment se font et comment va se faire le calcul de la présence, puisqu'il y a des notions un peu différentes, notamment pour le class. Il y a eu du class qui s'est fait de manière interactive. Est-ce que vous avez des informations à ce niveau sur la façon dont va être procédé le paiement ou les activités réalisées pendant la période de confinement? Alors, pour le class, ce n'est pas mon domaine d'activité. Je prends note et je vous répondrai sur votre plateforme. Mais il y a maintien de l'aide pour l'ensemble des gestionnaires. Après, les conditions, je ne les ai pas en tête, ce n'est pas mon domaine de compétences. Mais je vous enverrai l'information. Très bien. Je pense qu'il y aura énormément de questions qui vont arriver au fur et à mesure, Madame Dufour, concernant la CAF. Justement, si vous pouvez rester en ligne, on va continuer, nous, on va poursuivre le webinaire. On va rester en ligne et puis dès qu'il y aura une question, on fera intervenir sous forme de table ronde les intervenants à laquelle les questions
sont posées. Samuel, je te propose qu'on poursuit notre webinaire. Je profite de la présence du président local de la jeunesse en plein air, M. Patrice Soupoyen-Mestri, sous le pseudo Isabelle aujourd'hui. Si on peut lui ouvrir son micro, Cyril, s'il te plaît. Une intervention, Patrice, une intervention de 2 minutes. Pourquoi 2 minutes? Parce que malheureusement, on a un laps de temps qui est contraint. Mais il est intéressant pour nous d'avoir le point de vue de la jeunesse en plein air Réunion et puis voir un petit peu quelles sont les informations que tu as à nous donner au niveau local. Le micro de Patrice, ça y est, il est ouvert. Patrice, c'est à toi. Oui, alors bonjour tout le monde, mais vous avez pris la parole de Jean-Luc. Jean-Luc, salut. Juste pour vous rappeler que le comité GPA Réunion fonctionne, on vous envoie régulièrement tous les jours les remises à jour juridiques envoyées par le national. S'il y a des adresses qui ne sont pas dans les miens, je suis entièrement d'accord de les récupérer pour vous les envoyer en direct. Il n'y aura pas de problème. En deuxième lieu, par rapport à Marion, notre inquiétude est sûrement par rapport à ces 5-6 mois, on n'a aucune subvention qui est rentrée, que ce soit au niveau collectivité, État ou autre. Ce serait bien que, on a parlé des 2 000 et des 5 000 euros d'aide, que ce soit avec employeur ou sans employeur, ce serait bien d'avoir une visibilité bientôt pour éviter de nous mettre en danger et du maintien jusqu'à ce que l'autorité prend, je dirais, des décisions claires. En deuxième lieu, je vais m'arrêter là et si vous pouvez donner la parole à Jean-Luc pour qu'il complète par rapport à la GPA Réunion. Merci. Merci Patrice pour ton intervention. Effectivement, on va prendre une petite minute pour Jean-Luc Maurice. Est-ce qu'on peut lui livrer son micro? C'est très efficace, Jean-Luc. Alors, Jean-Luc Maurice. Bonjour Jean-Luc. Ça y est, je peux causer? Merci. Bien sûr. Bonjour à tous. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. L'intérêt de cette rencontre de ce matin, c'est vraiment de faire le point sur l'état de situation. Et on voit bien que les questions sont multiples, à la fois sur les aspects éducatifs, pédagogiques, de contenu, mais aussi beaucoup plus largement sur les aspects d'organisation. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter, malheureusement, sur tous les points qui ont déjà été évoqués. Merci beaucoup. Parfait, merci Jean-Luc. Je propose, Samuel, qu'on poursuit. À la deuxième partie, je suis désolé, moi je te coupe, je suis comme ça. Ouais, alors, parce qu'il y a Madame Bélim qui s'impatiente. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Désolé, le temps file, mais on est en train de le rattraper doucement. Alors, qui es-tu? Alors, donc, Audrey Bélim, je suis conseillère municipale et également PDG de la SPL Oser pour l'éducation, OP, qui est sur le territoire dionysien. Très bien. Alors, dites-nous, votre SPL qui est présente sur le territoire dionysien, comment vous vous organisez pour la rentrée du 11 et peut-être faire un petit point sur votre organisation que vous avez mise en place pendant la période de confinement, puisqu'il me semble que vous avez été ouvert et que vous fonctionnez même actuellement pour accueillir un certain nombre d'enfants. Je vous laisse la parole. Oui, effectivement, depuis le 16 mars, on a été sollicité afin de pouvoir proposer des ACM à destination des enfants des personnels prioritaires, donc durant ce confinement. Nous avons donc ouvert 5 établissements au départ et puis nous les avons réduits en respectant donc un effectif de 10 gamins avec 2 voire 3 animateurs parce qu'effectivement, c'est petit. Quand bien même on leur rappelle les règles sanitaires, hygiène, etc., 5 minutes après, ils se regroupent tous, ils s'embrassent tous. Et c'est extrêmement complexe. Donc, on a essayé de travailler sur des projets axés sur la santé et puis on a énormément travaillé avec tout ce que la DDGSS pouvait nous apporter sur le Covid-19, donc des ateliers, à travailler avec les gamins pour qu'ils puissent retenir du moins ces règles, essayer de les appliquer tout au long de la journée. Ça n'a pas été évident. Donc, on favorisait tout ce qui était activité individuelle, on essayait de favoriser tout ce qui était activité en mode d'expression corporelle, etc. Tout ce qui évite
les regroupements et les attroupements. Ça n'est pas du tout évident. On a un aperçu. Nous, ça nous permet d'avoir les prémices de ce déconfinement. Et je vous avoue que ça n'est pas du tout évident. Quand bien même ces règles, on s'obstine à les appliquer, les protocoles, etc., on a face à nous des enfants. On a des enfants et ces derniers, quand bien même, on réitère toutes les 30 minutes, toutes les 20, toutes les heures, on les fait se laver les mains. Alors, comme on avait des enfants du personnel soignant, donc ils savaient très bien se laver les mains. Alors ça, c'est formidable. Quand vous les voyez frotter leurs petites mains, les bouts, les ongles, c'est très, très bien. Mais ils oublient très, très vite. Et c'est inquiétant parce que pour ce déconfinement, on a très peu de choses à travailler. Effectivement, nous, on se tient prêt. On essaye réellement de travailler avec tout ce qu'on nous transmet. Dans cette perspective, nous, on a décidé d'associer nos représentants syndicaux puisque l'ASPL, je le rappelle, c'est une société publique locale avec des actionnaires, donc des collectivités. On est donc une société privée avec un conseil d'administration. Donc, on a ces règles également qui pèsent sur nous, ce qui est très lourd, mais on a une belle ingénierie administrative, donc ça nous sauve aussi. Ça nous a permis également d'être réactifs pendant ce confinement. Donc, on essaye de mettre en place également des procédures d'évaluation des risques afin d'identifier les mesures de protection collective et individuelle qui sont nécessaires. On essaye donc de travailler les postes. On essaye donc de garantir la sécurité et de limiter au maximum la propagation du virus dans ces ateliers. On a compté pendant ce confinement et merci à la ville sur le nettoyage récurrent, quotidien des locaux. Mais je vous avoue que c'est extrêmement compliqué. Les collègues, donc les agents, les animateurs, sont constamment en train de retravailler les activités au jour le jour parce que les règles changent énormément. Et pour ce déconfinement, on essaye, nous on a décidé de favoriser le loisir, bien sûr. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait ma collègue de tout à l'heure, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, même si on a une belle ingénierie administrative, je l'avoue. Ça va être extrêmement compliqué parce qu'on reste encore aujourd'hui un peu dans le flou sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire. Et nous, ça nous empêche d'anticiper. Et on essaie de travailler avec la ville de Saint-Denis qui, elle, a décidé d'ouvrir les établissements scolaires et d'avoir les contacts afin de savoir, d'avoir un prévisionnel d'effectifs, en fait, tout simplement pour se préparer, pour voir si au 18, combien d'agents doit-on mobiliser, etc., etc. Et on se tient prêt, je vous avoue qu'on se tient prêt. Nous, on a interpellé tous nos agents, on a près de 200 agents, on se tient prêt, mais ça reste encore pas assez équilibré à mon sens. Alors Audrey, on a des questions. Oui. Notre sniper a des questions pour vous. Oui. Ouais, tout à fait. Julien Pagès de Gézaren qui vous pose la question: avez-vous un premier bilan sur le ressenti au témoignage des enfants? Car lui-même, il a des retours de parents et d'enfants qui vivent mal les journées en ACM malgré le travail incroyable de l'équipe d'animation. Alors, monsieur qui vient de parler, donc je crois que c'est Corondin, le son je ne comprends pas du tout ce que vous avez dit comme question. Je ne vous ai pas du tout entendu. C'était un vrai… Alors, en fait, c'était M. Pagès qui posait une question. Si vous avez un premier bilan sur le ressenti en fait, des enfants, même si l'accueil se fait dans des conditions optimales, qu'est-ce que vous pouvez en retirer en fait, par rapport au ressenti de ces enfants dans les ACM? Alors, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est déjà pendant ces 7 semaines de confinement, en tout cas, nous, on n'a pas eu de propagation de virus chez nous. Les enfants et les agents n'ont pas eu de virus, n'ont pas été impactés par le Covid-19. Les enfants sont ravis de se retrouver ensemble. Les parents sont ravis du service rendu. Je vous avoue que beaucoup ont échangé avec les agents. Et après, ce sont des agents qui connaissaient déjà ses parents, pour beaucoup, et ses parents connaissaient comment ces agents travaillaient, donc ils avaient déjà un sentiment de confiance, mais ça a été extrêmement apprécié. Par contre, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que déjà à 10, c'est compliqué de travailler, c'est compliqué de les mettre en activité en préservant la distanciation sociale, etc., etc. Donc là, ils se disent avec 15 et donc avec des groupes le soir ou le matin à plus de 10, comment on va faire, quoi. Et nous-mêmes, on n'est pas en capacité de leur répondre parce qu'on n'a pas assez d'éléments et de matière pour travailler dessus. En tout cas, nous, le ressenti qu'on a, c'est que du positif. Et réellement, ça nous a fait chaud au cœur d'avoir ces parents, ces enfants toujours souriants le matin et qui viennent avec confiance déposer leurs enfants. Vraiment avec pleinement confiance. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir.
Parfait, merci bien. Alors, il y a une question aussi du coup de Marie. Je vais la reposer plus tard, si ça ne gêne pas, Marie, puisque là, nous avons des intervenants de haute voltige qui pourront y répondre plus précisément. On fait intervenir d'abord 2 associations et après, on passe à la partie questions-réponses. Du coup, Oui. Audrey, merci bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, du tout, c'est très bien. Moi, j'écoute attentivement. C'est la première fois que je suis là, donc j'écoute et j'essaye de prendre tout ce qui est bon. Parfait, super. Alors, en fait, pour la prochaine intervention, nous avons Daniel des Petits Boucaniers. Donc, ah oui, merci encore Audrey pour la PSL OP. C'était formidable. Alors, Daniel, si tu es là, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et dans quelle association tu interviens? Tu m'as déjà présenté. Bonjour à tous. Donc, je suis Daniel Ginaud. Je suis responsable d'une association basée dans l'ouest de l'île, plus précisément à Boucan-Canotte. Et notre activité principale est l'accueil périscolaire, accueil extrascolaire pendant les petites vacances. Nous travaillons en partenariat avec la municipalité de Saint-Paul. Donc, nous proposons les petites vacances et la mairie de Saint-Paul les grandes vacances de janvier et de juillet-août. Et nous mettons également en place un accueil classe. C'est un dispositif qui nous est très cher depuis environ 12 ans. Donc, notre activité s'est arrêtée brutalement en plein mois de mars. Donc, c'était une situation inédite et il a fallu qu'on s'adapte. Donc, vous voulez que je vous parle de mon expérience, c'est ça, Samuel? Alors, oui, un petit retour d'expérience et comment vous envisagez l'après 11 mai? D'accord. Donc, un retour d'expérience lorsque la municipalité de Saint-Paul et la direction départementale jeunesse et sport nous ont demandé si nous étions volontaires pour accueillir les enfants. Bien évidemment, hein, cet élan de solidarité ne pouvait être que présent. Nous sommes là pour répondre à une demande sur le territoire. Il était évident que nous devions nous mobiliser. Donc nous étions plusieurs opérateurs, les CAL, les centres d'animation et de loisirs. Nous en sommes un en cours de développement sur plusieurs autres écoles. Puisque nous sommes sur Boucan-Canotte et sur une petite école de La Perrière et école de Saint-Paul, Eugène Daillot et Maternelle Centre. Et donc, nous avons répondu présent et très vite, une mobilisation. C'est une situation qui a nécessité un recentrage après un moment de perturbation. Parce que oui, nous étions volontaires, mais dans quelles conditions? Et comment ne faire pas prendre des risques, moi en tant que responsable, à mon équipe. Nous sommes 19, donc nous étions 8 volontaires. Et comment poser les choses, mais de manière en envisageant la réglementation, le côté sanitaire, enfin réunir tout ça. Et donc nous avons dû nous poser, mon adjointe et moi, pour entamer une mise en place d'accueil, mais de manière déjà sécure. Donc, nous étions 8 mobilisés parce que nous ne savions pas, et c'est ça le grand, je pense que la grande leçon que moi, là je vais parler au nom du jeu, que je vis en ce moment, c'est le travail de la confiance en soi, une grande confiance en soi. Rester centré. Nous ne savons pas, nous n'avons pas su combien d'enfants nous allions accueillir. Nous ne savons pas comment va se profiler les semaines à venir, mais toujours rester confiant. Vous voyez, la confiance paye, la CAF, merci la CAF. Nous avions de gros questionnements concernant les subventions et quelle bonne nouvelle nous allons annoncer, moi, à mes administrateurs et également à nos adhérents. Donc, nous étions mobilisés pour accueillir beaucoup d'enfants et au final, on a eu une dizaine d'enfants. Donc, nous avons réduit, vous voyez, on était 8 et donc on remodifie les plans. On a préféré mettre l'équipe en sécurité puisqu'on ne savait pas comment allait se développer cette maladie, ce virus. Donc, c'est mon adjointe et moi qui sommes revenus à notre mission première qui est l'animation.
parce que nous voulions nous assurer vraiment que tout aurait été mis en place, cadré pour accueillir ces enfants. Parce que je vous dis, comme disait Madame Audrey Bellim, nous accueillons des enfants de soignants et ce sont des enfants dont les parents rentrent le soir ou après une nuit de travail et qui ont été donc au front avec peut-être des personnes malades. Et ben donc, on s'est posé, on a réfléchi. Et ben, des petits pots de crayon nominatifs, du matériel nominatif. Merci à la mairie, à nos partenaires de la jeunesse et sport, Marion, merci, qui nous a emmené des masques, la mairie, des bouteilles isotiers de gel hydroalcoolique. Je vous montre un petit peu tout ce qui nous a été donné par nos partenaires. Les rouleaux de papier pour l'essuage des mains. Donc voilà. Donc tout se passe bien. Il faut savoir que là, il y a une sphère administrative où il y a beaucoup d'affolement et il y a une sphère sur le terrain. Et sur le Daniel, terrain, on s'adapte. reste encore une Oui, petite minute. j'ai trop parlé. D'accord. Non, Mais tout se c'était passe super bien. intéressant. Juste pour terminer, pour moi, sachez que de cette expérience, nous en ressortons enrichis, grandis. Nous avons développé des compétences et peut-être qu'on était dans une zone de confort. Là, ça nous permet de nous adapter et de trouver des solutions. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas seulement chercher des solutions à l'extérieur. Les masques, on en avait déjà cousu avant même qu'on nous en offre parce que forcément, il fallait absolument trouver des solutions. Voilà. Parfait. Merci Daniel. Alors, comme tu as pas mal cité ton adjointe, mais pas nommé ton adjointe, est-ce que tu pourrais nous donner son nom, histoire C'est que… Laura Jacques. C'est Laura. Voilà. Parfait. Bravo à En ce Laura. moment, je vous accueille sur le site où nous accueillons les enfants. Nous sommes sur le site en ce moment. Parfait. Alors, Très bien. merci pour ton engagement. Jamie, oui? Oui, alors merci Daniel pour cette mise en place d'activités pendant cette période difficile et je suis sûr, et comme elle l'a dit, que de trouver des solutions en interne, c'est aussi la force de l'éducation populaire et des associations d'éducation populaire de se renouveler, de se transformer. Cependant, ce n'est pas aussi simple que ça et nous allons tout de suite donner la parole à Éric Fontaine, qui est le directeur de l'ARCV qui est l'Association Rionnaise des Centres de Vacances, qui, cette structure organise également des activités périscolaires, mais pas que, elle organise aussi des formations. Éric, est-ce que dans cette période, comment vois-tu l'avenir, comment tu t'organises et comment vois-tu le demain? Éric, c'est à toi la parole. Alors, bonjour tout le monde, merci Jimmy. Alors, nous, au sein de l'ARCV, j'ai eu une réunion hier avec le bureau du conseil d'administration. Hier après-midi, j'ai eu une réunion, une vidéoconférence avec les équipes pédagogiques qui sont sur le terrain. Nous, c'est comme pour Daniel et comme plein d'autres, nos activités sont arrêtées le 16 mars, en pleine activité de vacances, suivi une semaine après de la rentrée. Donc, pendant le confinement, les accueils étaient donc fermés au public et tout le monde était chez soi en activité partielle. Maintenant, la rentrée arrive et à Saint-Denis, les écoles sont ouvertes. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait? Donc, pour l'instant, à l'RCV, on est très mitigé sur est-ce qu'on rouvre les accueils ou pas, puisque, alors j'ai fait le point, la première chose avec les animateurs pour voir qui voulait travailler, qui voulait prendre le risque, qui avait des enfants à garder. Donc, sur 20 animateurs, il y en a 11 qui sont partants pour reprendre le travail, 55%. Il y en a 20%, c'est non. Il en reste 25%, ils ne savent pas encore, ils ne sont pas encore décidés par rapport à ce qui va se passer. Puis, ils ont des enfants, est-ce qu'ils vont trouver une garde pour les enfants ou pas, etc., etc., etc. Donc, déjà, on a 55% d'effectifs qui est prêt à repartir. Après, on a eu les parents un par un au téléphone pour faire un petit sondage. Alors, sur l'accueil avant et après l'école, sur 175 enfants, on en a 30 confirmés pour reprendre le 18, ce qui représente 28%. Et sur les mercredis, sur 215 enfants, on en a 45, ça représente 21%. Donc, ça fait une moyenne de 7,5 enfants par école. Donc, à partir de là, on a 3 axes pour savoir comment on organise cette reprise et est-ce qu'on le fait. Premier axe, c'est financier. Il est hors de question qu'on travaille et qu'on soit en perte. Sinon, c'est aussi la fermeture de l'association. Et là, on a donc le financement avec la mairie où on attend des nouvelles concrètes et écrites si le financement est maintenu, malgré une baisse de presque 80% d'effectifs. La CAF l'a dit, mais on attend un écrit quand même aussi pour être bien sûr
qu'elles maintiennent l'effectif sur la base de l'année dernière. Donc, tant mieux si c'est le cas. Et c'est super. Au niveau des parents, seuls les parents dont les enfants sont inscrits vont payer la prestation. Les autres, on ne leur fera rien payer et on a remboursé toutes les prestations payées qui ont été annulées jusqu'à maintenant. Donc, ça fait une perte. Ensuite, le deuxième axe, c'est la sécurité. Alors, on attend, nous, de la mairie, de savoir comment va se dérouler les repas des mercredis au réfectoire, à la cantine, par exemple. Comment va se dérouler l'entretien des espaces des écoles les mercredis, puisque en semaine, on sait que quand il y a l'école, il y a un dispositif qui est mis en place. Mais le mercredi, jusqu'à maintenant, c'était à notre charge, le nettoyage des salles. Donc là, c'est un nettoyage quand même un peu particulier. Alors, comment ça va se passer, on ne sait toujours pas. Il y aura une réunion lundi au niveau de la mairie de Saint-Denis et on aura des retours après, en fait. Pour les masques, les gels, pour les intervenants, pour les savons, comment ça va se passer? Alors, au niveau de la mairie, on sait qu'ils nous ont dit de nous débrouiller tout seuls, c'est à notre charge. Est-ce qu'au niveau de l'État, pour les accueils collectifs de mineurs, il y aura une distribution de masques pour tous les accueils ou pas, pour les salariés, pour les animateurs? Donc ça, c'est sur le côté sanitaire. C'est pareil, est-ce qu'il y aura un protocole qui va être mis en place? Donc a priori, à partir de lundi, il y aura donc une diffusion, une publication au niveau national pour l'organisation des accueils de loisirs. Donc on va pouvoir attendre. Le troisième axe, c'est pédagogique. Et là, j'ai vu avec les équipes pédagogiques hier, ceux qui sont prêts à reprendre, ils sont prêts à travailler déjà sur des jeux avec des distances d'1 mètre, 1,50 m. On va écrire sur des papiers pour des réponses, montrer. Chaque enfant aura ses propres matériels pédagogiques, ciseaux, outils, gommes, que déjà à l'école va leur demander qu'ils emmènent eux-mêmes leurs trousses. Donc, on est sur la même dynamique que ça. Donc, eux, ils sont prêts à travailler ensemble pour travailler sur des jeux et des activités à distance, à revoir tout le fonctionnement, en fait. Donc, là-dessus, ils sont prêts et ils sont motivés, en fait. Après, l'autre question qu'on se pose, c'est donc, on a une baisse, une grosse baisse, une grande baisse de l'effectif. Donc, on a un surnombre d'animateurs. Est-ce que l'activité partielle, parce qu'on a une baisse d'activité, donc, puisqu'on a moins d'enfants, va pouvoir perdurer jusqu'aux vacances de juillet pour qu'on puisse avoir les personnes, les salariés qui ne sont pas sur les centres puissent être en activité partielle jusqu'en début juillet, en fait. Donc, ça, c'est vraiment une question. On a entendu par le biais national que c'était jusqu'au 1er juin. Et donc, est-ce que ça va continuer? Sinon, que fait-on des animateurs qu'on ne pourra pas faire travailler parce que 7 enfants par école, ça ne fait pas beaucoup. 2 animateurs par école, on en a 20 des animateurs, donc ça fait plus de la moitié qu'on n'aurait pas besoin. Voilà, sauf si le financement suit, mais à quoi sert d'avoir tout ce monde-là pour 7 enfants, quoi. Donc voilà en gros où est-ce qu'on en est. Donc pour l'instant, au niveau de l'RCV, on ne sait pas si on va rouvrir ou pas. On attend des réponses à ça. Le 18 approche très vite, les réponses sont tardives. Donc voilà, est-ce qu'on ouvrira peut-être plus tard? Est-ce qu'on ouvrira le 18? Pour l'instant, on attend des réponses à tout ça. Voilà. Et merci, au niveau des formations, Eric. Oui. Au niveau des formations, on attend le retour au niveau national avec la jeunesse et sport. Bien entendu, on est toujours dans les mêmes choses, pas d'internat. Des salles, il faut qu'elles soient suffisamment grandes pour accueillir des personnes et qu'ils soient suffisamment distants. Et pareil, après, à l'intérieur, qu'ils aient chacun leur matériel, qu'il y ait le moins d'échanges possible et qu'ils travaillent donc sur des jeux avec une distance entre eux. Donc, ça change un petit peu tout. Je parlais hier avec Danielle et elle disait que pendant des années, on est là et on travaille sur du collectif, sur le partage, etc. etc. Et là, aujourd'hui, d'un coup, on casse tout ça et on travaille. Tu ranges ton matériel qui t'appartient à toi, tu ranges tes affaires, ceci, cela. On redevient presque individuel, en fait. Donc, c'est un petit peu spécial. C'est une adaptation. Voilà. Merci Eric, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous. Beaucoup de questions que je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui présentes dans ce webinaire se posent, notamment sur l'aspect des surcoûts financiers, l'activité partielle effectivement qui arrête le 31 mai. Est-ce qu'il y a une poursuite? On verra avec la DGSCS si elle a des infos là-dessus. Et puis merci aussi pour tes chiffres. Notamment sur la reprise des activités et ton sondage réalisé de manière personnalisée sur ton secteur. C'est aussi la réalité des associations, de savoir comment elle va s'organiser
pour la reprise Covid. Normalement, nous devions avoir, Samuel, si je ne m'abuse, l'intervention de Madame Zafine, Jessie, de l'association ACAS. Oui, il semblerait Il me semble avoir vu. Ouais, Jessie, est-ce que tu es présente? Il me semble l'avoir vu tout à l'heure. Oui, mais ouais. Non, ben non. Écoute. Bon, on passe tout de suite à la question-réponse. En fait, si tu veux bien, Cyril a pas mal de petites questions dans sa petite besace. Alors, Cyril? Alors oui, mais est-ce que mon micro fonctionne correctement? Ça va pour le moment? Ok. Ouais, moi, très bien. Donc, on a effectivement une question, notamment pour commencer, parce qu'il y a Marie qui devient une habituée maintenant des webinaires, donc on en a déjà posé 2-3. Il y a Julien aussi, qui est l'un des habitués. Je vais commencer par Julien, qui, vu le nombre de mairies de La Réunion n'ouvrant pas les écoles, pouvons-nous considérer que les ACM ne seront pas ouverts non plus dans ces communes? Ça, c'est une question, je pense, plutôt à Marion, mais ça, on n'y va que sur du conseil, évidemment, hein. Et puis à Audrey Bélim aussi. Alors, on a échangé avec l'Éducation nationale et la CAF justement hier. J'avais une audio avec le DAZEN, Madame Rebattu, la sous-préfète, et le directeur de la CAF pour évoquer justement un petit peu les conditions de reprise du périscolaire, de l'extrascolaire et du temps scolaire. On s'est posé cette question. A priori, à partir du moment où l'accueil s'organise dans les locaux de l'école et que l'école n'est pas ouverte pour le temps scolaire, évidemment qu'il n'y aura pas de périscolaire. Pour autant, la question se pose pour les organisateurs qui ont leurs propres locaux et qui organisent des accueils dans des locaux qui ne sont pas des locaux municipaux. La question se pose aussi pour les mercredis. Voilà, donc c'est vrai qu'à ce jour, et vraiment, j'en suis désolée, hein, et je comprends vraiment toutes les problématiques et les questions qui se posent. Et je suis désolée de ne pas pouvoir apporter les réponses attendues. On attend bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le cadrage national. Une fois qu'on aura le cadrage national, qu'on adaptera d'ailleurs très certainement aussi au niveau local, on pourra, je dirais, avancer et également voir aussi, puisqu'il y a eu la position des maires pour le moment concernant l'ouverture ou non des écoles, les choses peuvent évoluer. Les choses peuvent évoluer dans les prochaines semaines. L'Éducation nationale est en attente du recensement qui est en cours de finalisation des besoins des familles qui souhaiteraient réinscrire leurs enfants à l'école, renvoyer les enfants à l'école à partir du 18 mai. Voilà, donc les chiffres sont en cours aussi de consolidation. Je pense qu'on est dans une période où les choses évoluent, continuent d'évoluer, qu'il est difficile de tout prévoir et de tout anticiper. Donc là, a priori, là où les écoles n'ouvrent pas et ne fonctionnent pas, il n'y aura pas de périscolaire sur ces écoles. Voilà. Néanmoins, les choses peuvent être amenées à bouger par la suite. Et puis, comme je vous dis, peut-être des écoles qui n'ouvriront pas le 18 mai, ouvriront peut-être 2 semaines plus tard. Voilà, les choses bougent. Un autre sujet aussi, une question qui se pose, c'est l'élargissement. Puisque d'autres personnes vont être mobilisées, alors non plus dans la gestion de crise telle qu'initiale, mais notamment sur le déconfinement progressif. Certaines personnes vont être amenées à être fortement mobilisées dans le cadre du déconfinement, et donc se pose la question aussi de pouvoir permettre l'accueil de leurs enfants et d'élargir notamment donc, sur les communes où il n'y aurait pas je dirais de réouverture d'école, de pouvoir réfléchir à l'accueil des enfants de ces familles. Donc voilà, encore une fois, pas mal de questions en suspens actuellement. Alors ensuite, il y a une question de Nadia et Julien autour de l'OVV, hein, le dispositif vacances en ville. Là. Question pour notamment… De quoi? On avait dit opération Ville-Vie Vacances. Voilà, opération Ville-Vie Vacances, je ne sais jamais, mais il y a trop de V en fait.
notamment qu'il a été diffusé qu'un supplément en euros serait prévu pour les OVV, pour des activités en lien avec les apprentissages scolaires durant les OVV. Y a-t-il une visibilité sur l'enveloppe? Alors oui, en effet, hein, donc c'est un souhait d'apporter un complément pour notamment des projets qui seraient alors soit réorientés donc sur un dispositif plutôt au VVV apprenante, sachant qu'il y a la possibilité hein, aussi de maintenir quand même l'orientation initiale qui était plutôt vacances citoyennes, ou d'avoir un complément aussi, enfin d'avoir des séjours voilà, qui seraient un petit peu un mix des deux. Alors, on est en train de voir aussi, ça a été évoqué hein, tout à l'heure par la JPA, les vacances, les colonies studieuses hein, voulues par le ministre. Le financement, la question du financement se pose aussi pour ces séjours, que ce soit un financement national, et on est en train de réfléchir au sein de la DGSCS à un financement local, et de voir également aussi comment on peut voilà, croiser les dispositifs, faire le lien entre les dispositifs et le financement. Voilà. D'accord, merci. Et puis, je vais finir sur une question peut-être un peu plus de conseils, notamment Marie de Tic Tac Family et puis Jimmy de la MDA de Saint-Benoît, qui parlent plutôt des cas pratiques d'organisation en prenant l'exemple de ce que ont fait du coup nos témoins, notamment Marie qui pose la question sur le virus se transmet par la transpiration, avec un point d'interrogation, et si oui, toute activité sportive est donc à bannir, et ils ont pensé à une reprise des activités sous un format différent pour des ateliers hebdomadaires, et ils appliqueraient les pas de danse chez eux, mais ils aimeraient savoir comment penser au mieux et le retour à la normale. Donc là, on est sur du conseil, la demande de conseil, et Jimmy qui parle de la distension des 4 mètres carrés par personne s'applique aussi pour les ACM. Transmission du virus par transpiration. Alors, pour les activités sportives, c'est un peu compliqué. Et la distension des 4 mètres carrés. Est-ce que quelqu'un voudrait essayer de répondre ou de donner un petit conseil? Compliqué. Marion, pareil, un petit conseil. Peut-être sur… alors, il y a en effet les directives qui ont été données par le ministère des Sports. Encore une fois, je vous dis, nous, on est en attente du protocole sanitaire applicable aux accueils collectifs de mineurs. Alors, sachant que notamment sur le périscolaire, il y a des choses qui seront reprises comme pour le temps scolaire notamment. Pour l'extrascolaire, pour l'instant, et notamment, il y avait eu un avis qui avait été rendu par le conseil scientifique qui ne s'est pas prononcé sur le temps extrascolaire et les accueils de mineurs extrascolaires. Tout ça est en cours. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau des activités physiques et sportives, ce sera les préconisations et les recommandations qui seront applicables, je dirais, à toute activité sportive, qu'elle se fasse dans le cadre de l'accueil collectif de mineurs ou pas. Ce sont les mêmes recommandations, les mêmes préconisations qui s'appliquent. La réglementation, par exemple, n'est pas différente voilà, concernant les accueils collectifs de mineurs. Même si parfois il peut y avoir des adaptations, mais globalement, je dirais sur la question des activités physiques et sportives, peu importe que ça se fasse en ACM ou pas, ça va être les mêmes règles de pratique. La DGSCS diffusera de toute façon, dès que possible, je dirais un guide ou en tout cas un document à l'ensemble des organisateurs pour pouvoir les aider, les accompagner sur la mise en œuvre des protocoles sanitaires et puis également les accompagner par rapport aux activités. Après, je pense, c'est déjà le cas pour pas mal d'entre vous qui nous ont contactés, c'est aussi de nous solliciter directement par rapport à voilà, vos situations concrètes qui peuvent être différentes en fonction des locaux dans lesquels vous allez être, des activités que vous souhaitez proposer. Et puis, nous, on essaiera de répondre au mieux à vos interrogations et de vous accompagner de la manière la plus précise possible par rapport à vos projets d'activité et ce que vous allez mettre en place. Une dernière question de Jean-Luc qui pose la question de qu'est-ce que devient le dispositif école ouverte durant les vacances au sein des établissements scolaires qui existaient auparavant. Donc normalement, il doit y avoir c'est prévu, ce que le ministre, ce que Jean-Michel Blanquer a prévu, c'est d'avoir recours à plusieurs dispositifs. Donc le maintien toujours du dispositif école ouverte
et avec en plus donc les colonies studieuses, vacances apprenantes, il y a plusieurs noms. A priori, on partirait plutôt sur le terme de colonies studieuses et accueil de loisirs studieux. Voilà, qui serait, je dirais, un dispositif n'emporte pas la disparition de l'autre. Ce serait plusieurs des dispositifs qui seraient mis en place. Ok, merci Marion. Ah, et une dernière question, c'est que devient l'expérimentation du service national universel sur La Réunion? Alors, le service national universel, donc là aussi, on est en attente de directives. Donc, ce qui est sûr, c'était que le séjour de cohésion qui était prévu initialement au mois de juin est reporté. On n'a pas pour l'instant de date précise de report. Globalement, on serait soit sur une perspective des vacances d'octobre, soit carrément un report en 2021. Là aussi, le cabinet de ministre n'a pas tranché. Il n'y a pas eu d'arbitrage encore au niveau national, ni par le président, ni le Premier ministre, ni le ministre. Donc voilà. En revanche, il est prévu que la phase des missions d'intérêt général, qui était normalement initialement la deuxième phase, c'est-à-dire qu'on commençait par le séjour de cohésion et puis il y avait ensuite cette phase de mission d'intérêt général, soit maintenue, puisqu'il y a beaucoup de jeunes, et c'est en particulier à La Réunion, mais c'est le cas partout, qui sont portés volontaires pour effectuer le SNU et qui soient proposés des missions d'intérêt général. Là aussi, on attend des précisions. C'est suspendu actuellement. Il devrait y avoir une instruction qui devrait être transmise au préfet, au recteur assez prochainement pour détailler un petit peu la mise en œuvre effective des missions d'intérêt général sur les territoires. Donc, il y a une volonté politique de maintenir quand même un peu de SNU en 2020. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi qui évoluent et voilà, pour l'instant, la position, c'est ça, c'est de maintenir des missions d'intérêt général avec un report du séjour de cohésion à une date non connue. On n'en sait pas plus pour l'instant. Merci Marion. Merci à tous. Là, malheureusement, le gendarme du temps va encore parler. Comme d'habitude, là, en fait, on va tout simplement arrêter l'enregistrement. Ensuite, on va passer à un petit moment un petit peu avec un moment d'échange informel, etc. Si vous voulez continuer les questionnements sur le sujet après l'enregistrement, il n'y a pas de souci. On laisse vraiment les micros ouverts, etc. Et non, ce n'est pas de la brutalité. J'annonce juste la fin de ce webinaire, en fait, voilà, pour l'enregistrement. Mais bien sûr, restez connectés si vous voulez continuer à échanger sur le sujet. Oui, Samuel, tu as bien raison de laisser le webinaire se poursuivre malgré qu'il n'y a pas d'enregistrement, parce qu'il y a plein de questions, notamment moi, j'en ai pas mal à poser. D'ailleurs, je tenais d'abord à remercier l'ensemble des participants de ce jour, remercier Cyril également pour sa participation importante, remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont rejoints pour ce webinaire local et nos partenaires nationaux qui ont bien voulu se joindre à nous. J'avais une question, moi, si je peux me permettre. Merci, juste un instant. Merci à tous. J'arrête l'enregistrement. On fait quand même une coupure sur une émission, Jimmy. Il faut mettre un peu de professionnalisme. Donc, merci à tous parce que cette émission sera diffusée sur YouTube, sur la page YouTube et notamment, n'oubliez pas le site internet de case-asso.org où on essaye tant bien que mal de diffuser le maximum d'informations et c'est vrai que je remercie également tout le monde. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Merci à tous.